Hello Augustin, Hello Dorian, est-ce que t'es chaud? toujours chaud, très très chaud quand je suis avec toi. On va passer un bon moment, Ah, c'est ça qu'on a envie d'entendre, c'est ça. toujours, Bon, il y a la pêche, ça fait plaisir. évidemment. Bon, on est dans pas de bullshit que du cash. Bon, le titre veut tout dire, hein. Le but, c'est qu'on puisse tirer de la valeur sur la partie commerciale. Et avec toi, j'en doute pas. On a hâte là de t'entendre. Mais avant de démarrer, est-ce Mhm. que tu peux te présenter? Évidemment, exercice ô combien, j'espère qu'il va pas être trop long. Je m'appelle Augustin Tonnel, j'ai 25 ans, 26 ans dans 15 jours exactement. Je gravite autour du sujet du call call. Donc le call call, c'est la prospection téléphonique. C'est un sujet qui me passionne depuis longtemps, depuis bientôt 9 ans. C'est vrai que ça fait bizarre de dire passionne parce que souvent ça fait un peu peur à tout le monde, surtout aux commerciaux. Mais c'est un milieu dans lequel j'ai toujours baigné sur la partie acquisition. Et donc là, aujourd'hui, j'ai trois gros projets. Enfin, j'ai trois gros sujets. Le premier, c'est que je coach des entreprises, des équipes commerciales en entreprise ou des entrepreneurs, justement sur le sujet de la prospection téléphonique. Très concentré sur la partie acquisition, prospection, stratégie multicanal, mais avec le call dedans, forcément. Ça, c'est le premier sujet. À côté, donc, j'ai cofondé Akiro, qui est une agence, du coup, une agence d'acquisition, une agence de call, avec, du coup, avec Scalesia, que beaucoup d'entrepreneurs / entreprises connaissent, et également avec Flavien Villeneuve. Et à côté, je crée aussi beaucoup de contenu sur LinkedIn. J'ai un podcast sur le call. L'idée, c'est vraiment d'avoir le petit cœur. L'idée, c'est vraiment d'avoir beaucoup de sujets sur le call, de partager de la valeur, partager des tips, partager des méthodes. Je sais que ça peut faire peur à tout le monde, mais l'idée, c'est de dédramatiser la situation. À côté, je fais beaucoup de sport. Il y a un gros levier, un bon ancrage dans ma vie. Et puis, je pense qu'on est tout bon sur la partie présentation business, Avec une prochaine compétition qui arrive dans quelques jours. qui arrive dans 10 jours à Oslo, en Norvège. Je fais beaucoup d'Irox et là, on va aller chercher un gros chrono là-bas. C'est un gros levier dans ma vie. Ça fait du bien d'avoir, on en parlait aussi tout à l'heure. Je sais que toi, tu fais aussi beaucoup de sport. Très souvent, je fais des parallèles que je fais avec le sport et que je fais avec l'entrepreneuriat ou le business parce que ça te cadre, ça te met une discipline, ça te met une rigueur. Et en fait, quand justement tu le mets dans le sport, après, tu arrives plus facilement à le dupliquer dans d'autres milieux de ta vie, que ce soit le business, que ce soit même ton chez toi, hein, ton organisation personnelle. Donc voilà. Et puis, gros fan de musique aussi, je collectionne les vinyles. Voilà. C'est un peu les trois gros On les sujets. voit pas derrière toi là. On les Non, voit, non, on là, les c'est voit le pas. bureau, forcément. Parce que mettre un vinyle, le retourner, à chaque fois, ça me déconcentrerait. Je suis un gros fan du deep work, et donc à chaque fois, quand tu dois te lever, parce qu'au bout de 3 chansons, tu dois bouger, là, c'est plutôt les écouteurs, une playlist YouTube ou une playlist Spotify, et puis ça déroule. Mais voilà, j'essaye de faire de l'entrepreneuriat un truc qui peut tomber en plus haut, un truc plutôt fun, travailler avec des gens que j'aime bien, sur des projets que j'aime bien, apporter de la valeur le plus possible. Pour moi, c'est ça la définition du business. Et tant que tout le monde prend son pied et il y a du résultat, moi, ça me va. Et comment tu es tombé dans la vente? Parce que tu me dis, ça fait 9 ans. Ouais. Et comment tu y es arrivé? La vente, c'est surtout le call dans lequel je suis depuis 2006, depuis que j'ai 16 ans. J'ai commencé avec des émissions, tu sais, sur les plateaux téléphoniques où tu vas taper sur Amnesty International, la SPA, etc. Où en fait, là, dans ces cas-là, le but, c'est de faire le plus d'appels possible pour récolter des dons. Parfois, c'est aussi juste pour remplir un formulaire, pour récolter des inscriptions. Donc, j'ai commencé avec ça. Après, j'ai switché dans les assurances, qui est pas un secteur qui m'a beaucoup parlé, où là, pendant 3 ans, du coup, le but, c'était de la prise de rendez-vous. Pareil, ça m'a pas plu. Et après, c'est là où effectivement, j'ai eu des grosses expériences dans la vente. J'ai fait de la VR thérapeutique, j'ai fait du commerce conversationnel pour que tu avais connu notamment, pour une entreprise qui s'appelle Instaply. Ensuite, j'ai switché sur une agence de prospection à Paris qui s'appelle Thinker, où là, je me suis vraiment éclaté parce qu'en fait, je me suis vraiment concentré sur mon cœur d'expertise, donc le call. Et là, le but, c'était vraiment de créer des stratégies de prospection de A à Z pour nos clients. On le faisait aussi, on faisait la prospection à leur place. Et après, derrière, on leur apportait les rendez-vous. On avait déjà en plus préqualifié le rendez-vous. C'était vraiment pas mal. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où je me suis dit, j'adore tout ce que je fais, mais salarié, je peux pas, c'est impossible. Il faut que je puisse avoir moi mon propre projet. Si j'ai envie de bosser 15 heures par jour, il faut que ce soit pour moi. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à faire des coachings à droite à gauche, déjà pour des entrepreneurs, sur des commerciaux, voir un petit peu comment ça allait prendre justement. Parce qu'entre être bon à faire du call ou faire de la prospection et le partager, c'est deux salles, deux ambiances. Il y a des très grands sportifs qui, pour le coup, tu leur demandes de leur parler justement du sport, ils n'arriveront pas. C'est compliqué de montrer comment faire. Et donc, du coup, j'ai adapté ma pédagogie, j'ai adapté mes méthodes, j'ai adapté justement mon discours. Ça a bien plu. Et à côté de ça, je créais du contenu. C'est là où j'ai lancé le Callcast, le podcast sur le call. Et en fait, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. L'idée, c'était déjà de voir un petit peu si ça prenait. Parce qu'on me posait la question, vu que je créais du contenu, est-ce que tu pourrais m'accompagner là-dessus? J'ai accompagné, ça a bien pris. Et c'est là où après, j'ai fait les équipes commerciales, j'ai fait des plus grosses équipes. Et après, ça a fait un petit peu l'effet boule de neige. Je me laisse un petit peu driver par le timing, en fait, pas par le timing, mais par les événements. C'est-à-dire que si je vois une opportunité, j'y vais. Si c'était pas une mauvaise, tant pis, je vais faire la machine arrière. Enfin, je suis un peu au feeling, on va dire. J'ai pas de plan de carrière prévu sur 20 ans. Je me laisse porter et tant que je prends du kiff, moi, ça me va. Génial, bah, tu as tout dit, hein. Le kiff, c'est la chose la plus importante, hein. Ouais, totalement. En fait, tu vois, il y a tellement d'entrepreneurs qui vont
faire des plans sur 5, 10, 15 ans, et au final, ils oublient le baromètre du kiff. Enfin, c'est un paramètre que j'aime bien prendre. Si tu te mets à ton compte pour vraiment avoir l'impression d'être salarié, ça n'a aucun intérêt. Tu peux travailler 10, 15, 20 heures sur le même client, il n'y a aucun problème. Mais il faut que quand tu te réveilles le matin, tu sois content de te réveiller. Si tu subis le réveil, tu mets le mode snooze 3 fois par matin, change de choses. Retourne dans le salariat, peut-être que tu seras plus sécurisé, plus à l'aise. Enfin, il y a pas de recette miracle pour ça. Juste prends du kiff et c'est tout. Bah, moi, je peux t'en parler. Hein. Quand j'avais monté à Evency, le sujet m'intéressait pas du tout, hein, la partie influence. Ouais. Donc, tu vois, je l'ai fait pendant 6 ans. Je me levais le matin. Ouais, j'avais l'intérêt de développer une société. Et c'était hyper intéressant d'apprendre sur l'entrepreneuriat, ce que c'est, les forces, les difficultés, les réussites, les échecs ou autres. Mais c'est vrai que le secteur d'activité, quand tu l'aimes pas et que tu te lèves tous les matins pour le développer, c'est dur. Et tu vois, la seule motivation que moi j'avais, c'était gagner de l'argent. Justement pour la famille, pour moi. Mais c'est dur de te lever le matin quand tu as un truc qui ne t'intéresse pas pendant des années. Tu vois, donc Ouais. je te rejoins dans ce que tu dis, hein, je te rejoins à 100%. Et d'où le fait que là, j'ai choisi un secteur que j'aime plus, qui me facilite un peu la tâche. Et quand je me lève le matin, je me dis, je développe quelque chose que j'aime bien, que j'aurais aimé utiliser. Mais ouais, la notion de kiff est super importante. Mais en fait, par rapport à ça, la notion d'argent, ça peut fonctionner, mais pour moi, c'est court-termiste. Alors là, tu as tenu 6 ans, c'est un court-termiste assez long, mais en fait, ça peut tenir, mais à un moment donné, tu vas forcément vriller sur quelque chose, sur un sujet qui te parle, ton sujet de cœur, ta passion ou quelque chose, parce qu'on peut pas tenir toute une vie là-dessus, d'arriver que par ça. Ça, c'est le premier point sur la partie du coup de se lever. Et en fait, moi, ce que je dis aussi souvent, c'est qu'il y a plein de commerciaux qui me posent aussi la question, bah ouais, mais moi, le produit en lui-même, le service en lui-même, je suis pas fan, c'est pas ma passion. Et même quand je leur et ils me disent, mais j'ai pas de passion, j'ai pas de produit en fait de cœur. Et en fait, à certains moments, si tu n'as pas un coup de cœur pour le produit ou sur le service, ce qui peut être intéressant, c'est d'être intéressé par le résultat que tu vas apporter. Un exemple qui est tout bête, une raquette de ping-pong, c'est une raquette de ping-pong, on s'en tape. Mais quand tu vas le vendre, tu vas passer un bon moment entre amis au bord de la plage. Enfin, j'exagère. Tu vas vendre le résultat qu'il y a derrière. Et ça, c'est un truc que je partage tout le temps. C'est que parfois, le moyen, le produit, le service, on n'est pas attiré. C'est pas coup de cœur. C'est pas sexy, ça je peux le dire. C'est pas sexy, mais par contre, le résultat que tu vas apporter, ça pour le coup, ça fait du bien. Et donc, du coup, concentre-toi sur le résultat que tu vas apporter. Clairement. Et dans ta présentation, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur toi qu'on ne connaît pas ou tu n'as pas l'habitude de communiquer? Ouais, carrément. Le fait que je sois à fond dans le sport, ça, je communique beaucoup dessus. Par contre, j'essaye d'être quelqu'un le plus solaire possible, d'apporter une bonne énergie, une bonne vibe quand je vois les gens, vraiment d'apporter quelque chose. Mais à certains moments, forcément, je pense que tout entrepreneur aussi, il y a des grosses périodes de bad mood, de remise en question où tu dis est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je dois faire ça? Que finalement, je dois pas retourner dans le salariat parce que je suis en train de m'embourber dans un truc assez terrible. Et en fait, j'ai un peu le côté, le revers de la médaille, mais x10. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je peux être la personne la plus heureuse du monde, dire putain, l'entrepreneur, c'est incroyable. Être entrepreneur, c'est incroyable. C'est la liberté, c'est créer des projets, c'est vraiment faire rentrer de l'argent aussi. Il y a plein de choses. Du coup, je suis stimulé intellectuellement. Mais du coup, c'est tellement bien parfois que du coup, le revers de la médaille, il est aussi d'un autre côté, sur l'opposé. Et parfois, il y a des moments, tu es dans ton canapé, je suis au bout de ma vie, c'est compliqué. Donc, mais après, pour le coup, c'est pas propre à moi. Je sais que chaque entrepreneur partage ses périodes de doute, de remise en question. Ouais. Le seul problème, c'est que si cette période de remise en question, elle dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, bon, là, il faut commencer à se poser une question. C'était Alexandre Astier qui avait partagé, je crois, dans une émission qui s'appelle Hot One, avec Ken Kojandi, dit ça arrive de ne pas être bien un jour, 2 jours. Mais si ça commence à durer, en fait, il faut se poser des questions. Il faut prendre des risques, il faut prendre des décisions, parce que la vie, elle est tellement courte qu'il faut y aller. En fait, il faut pas subir une situation. Là, moi, j'ai des amis. Vraiment, je suis aux antipodes de mon groupe d'amis. C'est des salariés. Ils ont acheté la maison. Ils sont avec leur femme, limite le petit chien, etc. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, je suis en déplacement tout le temps. Je suis un électron tout le temps libre sur tous les sujets. Et à chaque fois, ils disent on comprend pas ton mode de vie, etc. Je dis même vraiment mon mode de pensée, parfois ils ont du mal. Mais d'un autre côté, j'ai aussi eu des discussions avec des amis où parfois pendant 6 mois ils sont pas bien. Et moi ça, je peux pas l'accepter. Tu vois, c'est si t'es pas bien, soit tu trouves une solution, t'en parles, tu prends une décision, mais tu peux pas subir une décision comme ça, une situation, pardon. Ouais, voilà. Non, je te rejoins. Moi, j'aime bien dire que c'est les montagnes russes. Tu vois, en fait, tu as des hauts, des bas, ça change constamment et ça dépend aussi des news que tu as dans ton quotidien. Tu vois, tu peux avoir une news qui est incroyable, tu vas être super content et en fait, tu as l'impression que là, tu es en train de décoller et le lendemain, tu chopes une news de merde et tu as l'impression que ta boîte, elle va mourir. Donc ouais, je te rejoins, c'est pas forcément facile. Et après, oui, il faut trouver la chose qui te motive le matin quand tu te lèves et là où tu prends du plaisir. Mais en fait, tu vois, par rapport à ça, il y a un conseil que je m'applique et tu vois,
que tout le monde peut appliquer, c'est d'essayer le plus possible d'être dans un bon mood, d'être dans une bonne vibe et de décorréler ce bon mood et cette bonne vibe des annonces que tu vas avoir, des news que tu vas avoir justement. Évidemment que ça va fluctuer quand tu reçois un virement de 10 000 euros, tu es content, ça c'est évident et tu as le droit d'être content. Mais plus tu vas rattacher justement les bonnes décisions et les mauvaises face à ton mood personnel, plus en fait c'est là où ça va faire ce côté yo-yo tout le temps. En fait, ça fait partie du truc d'avoir des bonnes nouvelles, ça fait aussi partie du truc d'avoir des mauvaises nouvelles. C'est la manière, tu vois, dont on va réagir par rapport à ça qui fait qu'on va rester ou pas dans ce mauvais mood. Je te donne un exemple qui est tout bête, ton pneu il crève, si tu agis en mode c'est la fin du monde, oh, mais je dois changer, etc. C'est la pire chose, nanana, nanana. En fait, tu peux être certain que juste ce pneu crevé, ça va être la fin du monde. Par contre, si effectivement tu agis, bon, bah écoute, ça fait partie du truc, j'ai crevé mon pneu, là je dois faire quoi derrière? Je crois que c'est le stoïcisme. Souvent, le principe qu'on va appeler, c'est le stoïcisme, c'est de contrôler ce que tu peux contrôler. Contrôle tes émotions. Le pneu, il est crevé, tu peux plus le changer de toute façon. Enfin, le seul truc que tu peux faire, si, c'est le changer, mais tu peux pas revenir en arrière, ça c'est impossible. Et donc, le stoïcisme, c'est quoi? C'est de contrôler tout ce que tu peux contrôler, tes émotions, ta manière de réagir face aux événements. Mais par contre, bah, je sais pas, un client qui s'en va parce que finalement, sa boîte, elle fait faillite. Bah, ce que tu peux contrôler, c'est le fait d'être là justement pour l'accompagner dans sa faillite, de comprendre que c'est pas de ton fait, etc. C'est plein de petites choses comme ça. Ouais, non, c'est super intéressant. Et là, pour faire la transition, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu te mettes dans la peau d'un SDR. Et donc, je vais avoir des questions pour savoir en fait comment un SDR il doit agir pour réussir à performer. Et donc, la première question, c'est qu'est-ce qui fait la vraie différence entre un SDR moyen et un top performer? Parce que toi, tu en as accompagné beaucoup. Et ça m'intéresse d'avoir ton avis dessus. Moi, c'est une réponse qui est extrêmement simple et qui peut convenir partout. C'est la discipline, slash organisation, slash rigueur. Tu peux trouver plein de synonymes. Mais c'est vraiment l'organisation que tu vas allouer face aux objectifs que tu veux derrière, que ce soit comment je vais organiser mon agenda, quelle semaine type je vais avoir, justement comment je vais m'organiser, je dois aller chercher 100 000 euros de chiffre d'affaires. 100 000 euros de chiffre d'affaires, je sais pas, j'ai un panier moyen à 25 000, je dois faire 4 ventes. Pour aller chercher ces 4 ventes, combien je dois faire de rendez-vous commerciaux, etc. Et c'est vraiment se bloquer du temps. Le commercial au feeling, pour moi, ça marche pas, c'est impossible. C'est quelque chose qui est illusoire juste parce que tu as de la chat, juste parce que bon, tu sais parler. Pour moi, ça c'est dérisoire. Et ça, c'est un truc que je partage partout, que ce soit en prospection, en vente, qu'importe. Il faut que tous les matins, quand tu arrives justement sur ton ordi, sur ton PC ou sur ton bureau, tu saches exactement quoi faire. Et ça, pour le coup, tu peux l'appliquer encore une fois partout. Je reprends souvent le parallèle du sport. Si tu vas à la salle et tu vois des machines, tu fais un petit peu de pec, tu fais un petit peu de ça, etc., tu n'as pas de plan de bataille, tu ne vas pas gagner la vie. Ça, c'est une phrase que je dis tout le temps. Tu n'as pas de plan de bataille, tu ne peux pas gagner la guerre. C'est impossible. Il y a des moments, il y a des soldats qui ont gagné des guerres avec justement, ils étaient 2 à 3 fois moins. Mais effectivement, comme la stratégie elle était bien placée, c'est juste justement appliquer le plan de bataille, appliquer la stratégie. Et s'il y a bien un métier aujourd'hui qui est compliqué, c'est le métier de SDR, parce que tous les mois, tu reviens justement à zéro sur tes objectifs commerciaux. Et c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais c'est beaucoup trop facile et tout le monde peut le faire, entre guillemets, de faire un bon mois commercial. Par contre, la complexité, c'est vraiment de le tenir justement mois après mois, semaine après semaine, etc. Et un commercial qui a compris que c'était pas un sprint, c'était vraiment un jeu sur le long terme où tu vas additionner les relances, où tu vas additionner les petites graines à droite à gauche parce que tu as Monsieur Durand qui t'a dit que c'était pas le bon moment, mais il faut rappeler justement fin d'année. Si toi tu es rigoureux, si toi justement tu es discipliné, tu sais exactement que tes relances commerciales, tes relances de prospection, tu les suis et tu es assidu, et du coup tu vas rappeler Monsieur Durand fin d'année, il va être content parce que tu l'as rappelé, et derrière c'est une vente justement qui va être beaucoup plus facile que tout le temps aller se concentrer sur des nouveaux. Est-ce que tu as un agenda que tu recommandes sur ton organisation type? Là, pour te répondre sur la partie acquisition, après, je peux aussi répondre sur la partie vente en général. L'idée, c'est d'avoir un mix des deux. Pas juste faire du call dans son coin, pas juste faire que des sessions, faire des sessions tous ensemble. Il faut, tu vois, pour moi, il faut un équilibre entre les deux. T'as passé, je crois que c'est il y a 3-4 jours, tu as fait un post il n'y a pas longtemps sur pourquoi toi aujourd'hui tu étais fan justement et tu n'avais pas de commerciaux qui étaient en remote. Je te rejoins à 300%. Ouais. C'est quasiment impossible de créer une émulation et de créer une énergie quand les gars ils sont en 100% remote. Je parle sur la partie vente dans la globalité, sur la partie prospection. Tu vois, moi, c'est l'inverse. Mes équipes, elles sont en remote. Je sais que je peux les driver. Je sais qu'il y a notamment un outil qui s'appelle Gazer. Je ne sais pas si tu connais. Où en fait, tu peux créer un bureau virtuel, un peu comme une map Pokémon, où en fait, tout le monde peut se déplacer, tout le monde peut échanger, tu vois, on peut faire des sessions de réécoute ensemble. Et ça fit plutôt bien sur la partie prospection. Par contre, ce sur quoi je te rejoins à 300%, c'est qu'il faut du présentiel, il faut serrer des paluches, il faut se voir, il faut se donner des tips, il faut faire des sessions aussi ensemble où on est à côté, où on est au front. Ça vient vraiment créer une dynamique d'équipe. Et du coup, pour te répondre sur la partie organisation, moi, il y a un principe que j'applique tout le temps et que j'adore, c'est le principe des OKR, objectifs, key result. Et en fait, tu vas définir les objectifs que tu veux justement sur ton mois, objectifs financiers, etc. Donc, quanti ou quali. Et par rapport à ça, tu vas allouer justement les actions.
Exemple qui est tout bête, c'est ce que j'ai pris tout à l'heure. Peut-être ce mois-ci, je vais faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. OK. J'ai un panier moyen du coup à 25 000, c'est-à-dire que je dois faire 4 ventes. Aujourd'hui, j'ai un taux de conversion à combien? De 50%. Bon, ça veut dire que du coup, 4 ventes, je dois faire 50 rendez-vous de closing, 50. Je dois faire 8 rendez-vous de closing et ainsi de suite. C'est vraiment partir des objectifs et allouer les actions. Et là, c'est là où tu vois ton agenda qui se crée au fur et à mesure. De par le résultat, tu vas justement définir l'action que tu veux derrière. Ouais. Et du coup, oui, pour terminer là-dessus, pour moi, il faut purement sur la partie prospection. Et pour moi, il y a 3 moyens. Le premier, c'est la partie création de listes, etc., création de stratégie. Cette partie-là, elle doit être faite sur un système de batch. Le système de batch, c'est quoi? C'est une erreur que je vois passer dans 90% des entreprises. C'est OK, je vais faire de la prospection, je vais aller sur le profil LinkedIn de quelqu'un, je regarde un petit peu les infos, je prends son numéro de téléphone, je le mets dans le CRM, je l'appelle, il ne me répond pas, j'ai perdu 10 minutes. Je passe au prochain, je fais ça, etc. Le problème, c'est qu'avec ça, en fait, en l'espace d'une heure, tu vas faire peut-être 5 à 6 prospects, c'est tout. En fait, et tu dis, putain, j'ai fait de la prospection, j'ai fait de l'acquisition pendant une heure. Ce qu'il faut faire avec le système de batch, et que ce soit en prospection ou qu'importe, c'est de siloter, d'avoir des segments, justement, dans toutes les étapes de prospection. Première étape, moi, je vais définir une cible unique. Moi, je veux que ce soit, je sais pas, les DRH dans les startups de moins de 50 collaborateurs. Boum. Par rapport à ça, je vais créer un fichier de 200, 300, 400 prospects. Et ce fichier, je le fais qu'une seule fois. Parce que si à chaque fois, tu dois aller rechercher tes prospects un à un, en fait, tu fais limite 300 à 400 fois le même taf. Donc, une fois que j'ai mon fichier, je le prends, je le clean, je l'enrichis avec Zelic. Petit clin d'œil. Ensuite, derrière, tu peux justement l'importer dans le CRM et c'est là où tu peux le taper. C'est là où ensuite, ça y est, tu peux commencer à taper ton fichier. Et pour taper ton fichier, il n'y a pas de secret. Tu organises des sessions de call-call. Pour moi, c'est tous les jours. Ça, il y en a qui vont se dire, bah ouais, moi, je préfère me faire 3 sessions de 2 heures. Non, moi, je préfère un petit peu tous les jours. Comme ça, tu perds pas le rythme. Tu sais que tu en fais tous les jours et du coup, tu vas avoir en fait ce côté effet cumulé. Tu auras forcément des relances que tu devras faire. Ça, c'est le temps de production, ce que j'appelle le temps de production, faire des appels. Le deuxième temps, c'est le temps justement d'analyse. L'idée, c'est de se dire, OK, par rapport à tous les appels que j'ai faits, je vais forcément les réécouter. Il n'y a personne qui aime ça, c'est évident. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai produit tout ça. Pour éviter que je fasse tout le temps pareil pendant 1 an et demi de ma vie, je vais aller mettre le doigt sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour que la semaine prochaine, d'un côté, ce qui fonctionne, je le garde, et ce qui ne fonctionne pas, je le dégage, je l'optimise. Et là, derrière, par rapport à ça, la troisième phase, c'est quoi? C'est l'itération. Je prends les retours que j'ai détectés, je le mets dans mes sessions pour qu'en l'espace d'1 mois, 1 mois et demi, j'ai une courbe de progression qui va être exponentielle parce que plus je vais avancer, plus je vais retirer les erreurs et plus je vais optimiser. Et en fait, je sais que je vais arrêter de claquer ma tête dans le mur à tout le temps faire la même chose. Et dans la vie d'un SDR, selon toi, c'est quoi la chose la plus difficile? Tu as vraiment la porte qui se ferme devant toi et tu dois ouvrir et continuer. Parce que c'est un métier qui est dur. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Et selon toi, c'est quoi la chose la plus difficile du métier? La chose la plus difficile, c'est de se relever après une bulle, après un mois à zéro, après un rendez-vous commercial loupé et tu pensais que ça allait être le cas. T'as déjà vu un mois à zéro? Dans le coaching, un mois à zéro, non. Parce que l'avantage, c'est comme je mutualise les deux, la partie coaching d'équipe commerciale et aussi d'entrepreneur, il y a au moins un coaching d'entrepreneur qui gravite à côté ou un truc que j'ai pu mutualiser sur plusieurs mois. Donc, j'ai jamais eu une mois à zéro. Ça, c'est l'avantage. Je touche du bois et je touche du singe. Et après, je crée aussi beaucoup de contenu. Et aussi, j'ai la chance d'avoir une compétence que je coach, une compétence que je peux aussi m'appliquer à moi. C'est-à-dire que si on est le 15 du mois, 20 du mois, je me rends compte que c'est vraiment compliqué. En fait, je vais activer rapidement, je vais moi décrocher le téléphone, faire du call moi pour mon activité. Et j'ai jamais eu à le faire parce que la création de contenu, ça fonctionne bien. Mais en fait, c'est une compétence qui est intemporelle et qui est universelle. C'est vraiment bien. Et dans tes clients, est-ce que tu as déjà venu faire du coaching ou tu as vu un mois à zéro où il y a des commerciaux qui n'arrivaient pas, tu vois? Ouais, bah oui, ça carrément. Ouais. Ça, d'un côté, moi, quand j'arrive là-bas, forcément, il y a un gros chantier à faire. Et c'est là, j'apprends rien à aucun directeur commercial, mais c'est rarement un coaching call d'une demi-journée qui va venir résoudre autant, tu vois, par rapport à ça. Là, j'ai pas envie de vendre du rêve à qui que ce soit. Sur la partie call et acquisition, si aujourd'hui il y a un commercial qui prend aucun rendez-vous, qui fait 10 appels par mois, et qu'effectivement, il n'y a fait aucune vente, là, il y a tellement de sujets à traiter qu'en une demi-journée, limite, on n'a pas le temps. Ouais, c'est pas possible, je suis d'accord. Ça, c'est pas possible, tu vois. Et là, pour le coup, je communiquerai toujours, je serai toujours franc par rapport à ça. Par contre, du coup, pour te répondre sur ce qui est vraiment compliqué, c'est tu as fait les efforts, tu as mis énormément d'actions, et derrière, en fait, tu te retrouves avec un mois à zéro. Comment tu te relèves par rapport à ça? Et c'est pour ça qu'en fait, il y a plein de commerciaux aujourd'hui qui abandonnent. C'est ils le prennent personnellement, ils n'arrivent pas justement à passer au-dessus de ça. Et ce côté yo-yo où parfois, en fait, c'est, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est aussi un petit être SDR, c'est aussi un petit peu de les montagnes russes. Hein. Tu peux très bien faire un mois à 35 000 et le mois d'après, tu n'as fait aucune vente parce que le contexte, le secteur, il est compliqué, il n'y a plus rien. Et en fait, là, du coup, tu n'es plus bactère, tu te dis que tu es un commercial de merde et tu comprends pas. Donc pour moi,
la difficulté / la meilleure qualité, c'est de bosser justement cette remise en question, de se dire là, pourquoi justement ça n'a pas marché, prendre de la hauteur. Est-ce que c'est moi? Peut-être que je me suis confortisé, peut-être que j'ai été chercher moins de démos, peut-être que j'ai moins converti parce que j'avais moins d'énergie, tu vois. C'est vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça pour encore une fois itérer sur le mois d'après. C'est trop facile de mettre le doigt sur le résultat que tu n'as pas. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'aller chercher pourquoi tu n'as pas le résultat et de corriger justement sur le mois d'après. Il y en a plein qui disent bah ouais, j'ai fait une séance, mais je sais pas, je fais du sport, ça fait 3 mois, j'ai pas de résultat. Ça te convient, ça, sincèrement, ça te convient? Bah, je sais pas, là, ça fait 6 mois que je suis commercial, j'ai fait aucune vente. Ok, donc c'est tout, on le banalise. Ça, pour moi, c'est impossible, en fait. Là, aujourd'hui, quand tu es commercial, tu dois avoir une rigueur et une volonté, justement, d'aller chercher des résultats. Sinon, le métier de commercial, c'est pas fait pour toi. Si tu n'es pas drivé par le résultat que tu vas apporter, ou à toi ou à l'entreprise, tu n'as aucun intérêt. Ouais, tu parles beaucoup de remise en question. Ouais. Tu vois, prendre de la hauteur, se remettre en question sur ses perfs et aussi analyser le passé pour réussir à s'améliorer. Mais en fait, tu vois, ça, c'est un truc que je dis à mes gars. Du coup, sur la partie agence, là, on est une petite dizaine. Quand je dis gars, c'est messieurs, dames, hein, il y a les deux. Ça arrive de faire des sessions de prospection à zéro. Ça arrive effectivement de ne pas réussir à faire une vente, etc. Par contre, moi, ce qui me fait vraiment câbler, et pour le coup, je suis franc avec les équipes, hein, vraiment, je vous en voudrais jamais de faire des sessions de tirer à blanc. Je vous en voudrais jamais à un moment donné, on a eu un loupé sur une vente, etc. Ce sur quoi, par contre, je vous en voudrais, c'est d'accepter la situation et dire bon, bah, c'est tout, hein, mauvaise journée, pas d'énergie, j'ai mal dormi. Regarde, ma montre connectée, elle dit que j'ai dormi que 6 heures, score de sommeil, on s'en tape. Non, on trouve justement la manière, on trouve le point justement le point d'amélioration et on adapte derrière. Et là, maintenant, j'aimerais te mettre plutôt côté manager, tu vois, Ouais. pour parler moins d'opérationnel, mais plutôt de management. C'est quoi les 3 premières choses que tu mettrais en place dans une boîte pour la faire progresser? Donc, toi, tu es manager, Ouais. tu arrives dans une société, qu'est-ce que tu mets en place, les 3 premières choses? Tracking de performance. Ça, je sais qu'on en parle souvent en off, le tracking des performances, que ce soit tant sur la conversion, sur la prospection. L'idée, c'est vraiment de traquer toutes les datas que tu vas récolter. Et encore une fois, c'est pas du flicage. Moi, il y a plein d'exemples que je prends justement dans la prospection. C'est un peu là, je peux te les partager. C'est 4 datas que je vais récolter sur justement les sessions. C'est le nombre d'appels composés, pardon. Première stat, c'est le nombre d'appels composés. Deuxième, c'est le nombre de décrochés. Justement, je sais pas, j'ai fait 100 appels, j'ai eu 25 décrochés, 25%, tout simple. Deuxièmement, c'est le nombre de conversations générées, parce que parfois, justement, tu as un décroché, mais c'est pas la bonne personne. Tu peux aussi le remplacer par le décisionnaire obtenu ou non. Bref, c'est le nombre de pitch, en fait. Tu peux appeler ça est-ce que j'ai pitché ou non. Et la 4e data, c'est le rendez-vous pris. Il y en a plein qui vont me dire bah ouais, mais c'est du flicage. C'est aucunement du flicage. C'est surtout que tu peux pas améliorer quelque chose que tu ne traques pas, premièrement. Et en fait, tu peux voir que sur les 4 datas que je t'ai partagées, à chaque fois, justement, tu as une conclusion. Imaginons, j'ai fait 150 appels ce matin, j'ai eu 4 décrochés. Bah, tu as tout intérêt à plus faire les appels justement le matin et peut-être essayer l'après-midi. Parce que peut-être que ta cible, elle n'est pas dispo le matin. Après, tu me dis, bah, j'ai eu 45 décrochés, mais j'ai pu pitcher que 2 fois. Bah, peut-être qu'en fait, il y a un travail de ciblage à faire parce que c'est pas la bonne personne au bout du fil. C'est dommage parce que tu as eu plein de décrochés, tu as eu plein de personnes qui t'ont répondu, mais en fait, tu as perdu du temps parce qu'à chaque fois, ils t'ont dit que c'était pas le sujet. Et encore une fois, dernièrement, j'ai eu, je sais pas, dernier exemple, je sais pas, j'ai 35 pitchés, mais j'ai pris qu'un rendez-vous. Bah, dans ces cas-là, c'est justement, on va travailler ton pitch justement d'appel. Là, à mon avis, je pense que c'est pas toi le problème, mais c'est surtout le discours que tu vas aborder. Et là, dans ces cas-là, à chaque fois, par rapport à ça, je peux corriger. C'est-à-dire que si c'est le ciblage qui est pas bon, je refais une base de données. Si effectivement le décroché est pas bon, je revois mon organisation. Et si derrière, justement, j'ai pas pris de rendez-vous sur 35 pitchés, eh ben, on va faire des sessions tous les deux, des sessions de coaching. Donc moi, le premier point, c'est de mettre en place un système de tracking de performance qui est solide. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point derrière, forcément, ça va être l'accompagnement. Il y en a plein qui vont pas aimer ce que je veux dire, mais pour moi, quand aujourd'hui tu veux manager une équipe de commercial, il faut forcément faire un accompagnement quotidien, hebdomadaire avec tes équipes. Ok, là par rapport à ça, fais-moi justement un débrief de ton côté sur ta semaine, comment tu t'es senti. L'idée, c'est aussi de les responsabiliser. Ça, c'est un truc que je dis à tous les managers. Faut aussi eux les mettre acteurs justement de leurs actions. Et ben tiens, toi, comment tu t'es senti sur cette semaine? Si ton commercial dit franchement, j'ai passé une semaine excellente, franchement, je suis super fier de moi, mais il a fait 3 fois moins de résultats. Il faut comprendre pourquoi il se contente dans ces 3 fois moins de résultats. Donc l'idée, c'est justement le suivi après derrière, le suivi de sa performance. Première étape, le tracking. Deuxième étape, le suivi. Et le troisième étape, justement, ça va être le coaching. Que ce soit sur des mises en situation, sur des roleplays, sur des réécoutes d'appels, l'idée, c'est de justement faire ces rituels toutes les semaines. Et ça, pour le coup, ça ne doit pas bouger parce que c'est ta manière à toi de montrer à tes équipes justement que tu vas au combat avec eux, que tu es avec eux, que tu mets le doigt à chaque fois et que ça ne bouge pas. Si en tant que manager, toutes ces sessions de coaching, d'accompagnement, il n'y en a pas, en fait, tu es juste un gars qui se penche sur des fichiers Excel, tu es un DAF en fait. C'est horrible de le dire, hein, mais il faut que tu sois avec tes équipes. Et si à certains moments, tu peux dire, vas-y, cet appel de vente, je le fais, tu viendras avec moi en shadow finalement. Montrer à tes équipes de mouiller le maillot. Même si derrière, tu fais pas la vente, même si tu fais pas la vente ou
tu perds un peu en crédibilité, je te l'accorde. Mais au moins, tu montres qu'automatiquement, tu vas avec tes équipes au charbon. Exemple qui est tout bête, tu dis à tes équipes d'aller chercher du 500 appels par semaine. Est-ce que toi, tu as déjà décroché ton téléphone pour montrer à tes équipes comment faire un call-call? Comme ça, ah ouais, putain, même lui, il y va, etc. Tu vois, par rapport à ça. C'est super important de prouver par l'exemple. Hein. C'est à quel moment tu peux donner des objectifs si toi-même tu l'as jamais fait. Après, parfois tu peux pas être expert en tout, donc c'est un peu complexe, donc tu dois prendre des benchmarks. Mais si tu as la capacité de le faire ou si c'est ton expertise, tu dois le faire, tu dois montrer que c'est possible. Parce que si tu montres une fois que c'est possible, c'est-à-dire qu'après tu as une route qui est déjà toute tracée. Bah surtout que c'est tes gars qui vont sur le terrain, c'est tes gars qui vont au charbon. Donc tu vois, eux, par rapport à ça, ils disent bah ouais, mais en fait, c'est un peu trop facile de dire ça. Mais toi, de ton côté, soit elle est où ta crédibilité, soit du coup, montre-nous un petit peu. Chaque fois que tu refuses. En fait, à un moment donné, la crédibilité, ça va descendre. Et à contrario, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les managers? Parce que quand tu vas coacher, il y a souvent des managers qui font appel à toi, ou peut-être c'est la direction ou autre. Mais c'est quoi l'erreur fréquente que les managers font? Délaisser le suivi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, les 3 trucs à mettre, tu vois, c'est souvent ce que je t'ai partagé tout à l'heure, c'est un petit peu ce qui revient à chaque fois. C'est bah non, je leur fais assez confiance, tu vois, tant que ce soit sur la partie des nombres d'appels que sur la partie du nombre de ventes, je leur fais assez confiance, ils sont assez libres. En fait, c'est encore une fois, hein, c'est des phrases qui sont clichés, mais au moins ça reste en tête. Tu peux pas atteindre un objectif que tu n'as pas fixé. Le nombre de fois où je vais dans une entreprise et du coup que ce soit un objectif d'appel, donc un objectif de moyens ou un objectif de vente derrière, ils les savent même pas. Et donc, du coup, automatiquement, par rapport à ça, comment tu peux te dire, bah là, j'ai fait un bon mois, là, j'ai pas fait un bon mois, là, je vais aller chercher plus, si derrière, on te dit même pas ce qu'il faut faire. Tu vois, c'est vraiment cette notion de se dire, OK, là, aujourd'hui, j'ai une équipe, je vais aller chercher combien avec ces équipes, je vais être hyper franc sur l'objectif, je vais aussi les sonder sur ces objectifs parce que peut-être que je vais leur dire qu'il faut faire 100 000 euros de vente, mais pour eux, ça fait, je sais pas, 6 mois qu'ils plafonnent à 20 000 euros. Bah, peut-être que ça va être beaucoup pour eux, je vais les challenger, tu vois, c'est de comprendre aussi. La plupart du temps, est-ce que tu pense pas que les SDR ne performent pas parce qu'ils ont peur d'appeler. Tu vois, est-ce que le plus fréquemment, c'est pas de se dire, mais en fait, j'ai peur d'avoir quelqu'un au téléphone. Moi, je l'ai vu dans les différents SDR que j'ai pu avoir. Alors, t'en as certains qui s'en foutent, et moi, je leur dis justement, c'est un jeu, tu es là pour jouer, tu t'amuses, quoi. Et t'en as certains qui ont peur d'avoir la personne au téléphone, peur de déranger. Et moi, ce que je leur dis, généralement, je leur dis, bah, ça se trouve, aujourd'hui, tu déranges cette personne parce que tu ne l'as pas appelé au bon moment, mais peut-être demain, ou si tu l'appelles la veille, ce serait peut-être différent. Et une personne qui te dit non aujourd'hui peut te dire oui demain, parce que soit elle peut se lever d'une meilleure humeur, soit son besoin a pu changer. Tu sais pas, en fait, tu sais pas ce qui se passe dans la vie de la personne, donc tu sais pas à quel moment tu vas l'appeler. Et je leur dis, mais en fait, prenez ça comme un jeu. Vous êtes là pour vous amuser. Et si tu crois dans le produit que tu es en train de vendre et que tu appelles la personne pour vous booker un rendez-vous, en fait, tu ne prends pas de son temps. Tu lui offres la possibilité d'avoir un produit de qualité qu'elle va pouvoir acheter et changer son quotidien, tu vois. Et moi, c'est ce que je leur dis généralement. En fait, par rapport à ça, c'est une notion de rapport de force et de posture commerciale à avoir. C'est-à-dire que si évidemment tu te mets dans la posture, là aujourd'hui je suis commercial, déjà tu te poses l'étiquette du commercial. Là aujourd'hui je suis commercial, je vais déranger mon prospect, je vais l'appeler, je vais lui casser les pieds. J'ai failli dire autre chose. Je vais lui casser les pieds. À lui... tu peux. il n'y a pas de vie, mais je vais lui casser les pieds justement, lui parler d'un truc, etc. Il n'est pas intéressé. Forcément que si tu pars en traînant des pieds, évidemment que ton prospect va le ressentir parce que pour rappel, quand tu fais du call, ce qui compte c'est ta voix. Et tout ce paraverbal justement que tu vas avoir, justement la manière dont tu vas l'envoyer, automatiquement ton prospect va le sentir. Donc déjà, première étape, c'est de changer cette posture commerciale, de se dire, moi aujourd'hui, il y a un rapport de force qui est d'égal à égal. Il y a un prospect en face de moi, je vais lui apporter justement mon aide. Peut-être que certes, tu vois, moi, le terme de déranger, à chaque fois, je le switch et je mets surprendre. Peut-être que je vais le surprendre, peut-être qu'il est entre 2 réunions, etc. Mais si je lui apporte de la valeur au téléphone, si je lui montre que justement, je veux l'aider sincèrement, c'est juste une surprise. C'est juste que, ah ouais, bah excusez-moi, je sors de réunion, mais rappelez-moi justement à 14h parce que ça peut m'intéresser. Et tu vois, sur cette notion de rappel, c'est automatiquement quelque chose à prendre en compte qui vient encore plus recouper avec la notion de discipline, de rigueur et d'organisation. Parce que là, aujourd'hui, en moyenne, ça, c'est vraiment les stats qui est partagé par HubSpot. En moyenne, un prospect va répondre à la 6e ou 7e relance. C'est la moyenne, vraiment. Donc, là, déjà, première étape, ce que tu peux faire quand tu fais de la prospection, c'est de te concentrer sur les prospects, entre guillemets, le haut du panier. Combien de fois je vois des entreprises et des équipes commerciales qui vont appeler uniquement le même batch de prospects de 300, 400, 500 prospects et ils vont tout le temps se concentrer là-dessus. Bah, ça ne répond pas de décrocher. Il y a 3000 personnes dans ton CRM. Est-ce que tu ne pourrais pas mettre un petit filtre? Nombre de tentatives de contact est inférieur à 7. Comme ça, tu vas aller contacter justement tous les prospects. Tu as contacté moins de 7 fois. Quasiment tous les CRM là aujourd'hui, ils peuvent traquer le nombre de fois où tu as contacté un prospect. Tu mets moins de 7 et automatiquement, tu te concentres sur cette typologie de prospect. Et la deuxième stat que je peux partager, c'est qu'en moyenne, le rendez-vous est pris entre la 7e et 12e relance. Pourquoi? C'est parce que
Le rendez-vous, alors, un rendez-vous en one-shot dès le premier appel. Ça, c'est une image que les commerciaux se font. Certes, tu vas en prendre sur un nouveau fichier, mais après, c'est vraiment ton travail de relance qui va faire le taf. Tu appelles Monsieur Durand il dit que c'est pas le bon moment, tu le rappelles dans 2 semaines. Finalement, quand tu le rappelles dans 2 semaines, il part en congé, etc. C'est vraiment ce côté effet cumulé. Et plus tu vas en faire un petit peu tous les jours, ce que je disais tout à l'heure, plus tu vas multiplier les appels de relance, parce que ça va faire le côté boule de neige. Et c'est là où justement tu montreras à ton prospect que si un appel de relance, tu es capable de le respecter, là, OK, on peut faire du business. C'est un exemple qui est tout bête, mais si tu vois la prospection comme une vitrine de ta vente, une vitrine de ta relation client, là, automatiquement, tu fais du bon taf. Je suis en raccord, hein, je suis en raccord avec ce que tu dis. J'imagine par rapport aux différents pitchs qu'on a pu avoir en interne et un peu de la méthode qu'on met en place, mais clairement. Et c'est vrai que le côté, tu vois, le côté structure, je ne l'aurais jamais dit, comme tu l'as expliqué, tu as de se dire, en fait, regarde, si tu as réussi à remettre tes relances en place, ça prouve justement que la relation commerciale potentielle que tu auras avec lui, elle sera également structurée, tu vois. Et je trouve ça intéressant. Hein. C'est tout simple. Mais si là, aujourd'hui, en tant que prospect, je suis pas dispo, je te dis, je suis intéressé, mon gars, mais je suis pas dispo, je te dis de me rappeler demain à 14h. Si ça, rien que ça, tu n'es pas capable de le respecter, qu'est-ce que ça va être quand il faudra se battre pour par exemple, je sais pas, il y a un fournisseur qui n'a pas livré le truc. Qu'est-ce que ça va être quand je vais te demander quelque chose sur mon site internet? Tu vas me dire oui, mais tu vas pas le faire. Et là, sincèrement, c'est vraiment la position dans laquelle les prospects sont, c'est de challenger un petit peu, de voir justement comment le commercial en face, ils sont sur-sollicités dans tous les sens. Ce qui va faire ta différence, c'est ta rigueur commerciale, c'est ta rigueur dans la prospection. Ton prospect te demande quelque chose, que ce soit sur Google Agenda, Notion, Teams, qu'importe, tu te le notes, tu rappelles ton prospect à 14h. Parce que comme ça, tu pourras commencer justement. Oui, bonjour Monsieur Durand, c'est Monsieur Tonnel. Comme convenu, vous m'avez demandé de revenir vers vous à 14h, c'est ce que je fais. Et là, tu actives un principe de réciprocité. Ton prospect te demande quelque chose et tu le fais, tout simplement. Et sur le temps qui nous reste, parce qu'on arrive quasiment à la fin, j'ai 2 dernières questions. C'est en 2025. Qu'est-ce qui a changé dans la vente, selon toi? Ça évolue pas mal avec l'IA. Comment tu vois les choses? Moi, je pense que certes, je suis entièrement d'accord, l'IA, elle est arrivée. Pour certains sujets, c'est très bien. Je pense notamment aux outils de transcription, aux outils aussi qui vont se greffer, tu vois, sur les visios. Ça fait du bien parce que ça permet aussi à certains moments, quand tu es dans la frénésie un petit peu du rendez-vous, tu peux oublier certaines choses. Et donc, du coup, forcément, quand tu as le bilan à la fin, ça, c'est vraiment bien. Moi, je pense que ce qui va changer surtout là dans les prochaines semaines, mois, années, c'est vraiment le retour à l'humain. Avec cette IA, avec cette automatisation qui part dans tous les sens, quelqu'un qui viendra sur site, qui viendra serrer une paluche, on va forcément le privilégier par rapport à, même si franchement le niveau de relation est tout aussi qualitatif, quelqu'un qui viendra sur site, on forcément le privilégiera. Quelqu'un qui m'enverra une lettre automatiquement pour, je sais pas, pour me souhaiter bonne année ou meilleur vœu, tout ce que tu veux, il va se différencier. Parce que là, il y a tellement de commerciaux qui vont se cacher derrière les outils. Il y a des outils qui sont extrêmement bien, sur ça je suis d'accord, et qui peuvent sauver la mise, et qui peuvent arriver dans un second temps, sur ça je suis d'accord. Mais par contre, si tu concentres toute ta relation de prospection ou commerciale que sur les outils, en fait, on devient des robots. On tombe dans une prospection digitalisée, dans une vente digitalisée, et ça, c'est pas la peine. C'est ma dernière question, est-ce que tu as des bouquins ou des vidéos YouTube ou du contenu à recommander pour être performant? Tu vois, un truc qui t'a marqué ou que tu as aimé? Alors, c'est pas des bouquins sur la vente. Il y en a un sur la psychologie, mais c'est pas forcément des bouquins sur la vente. Et c'est ça ce qui me fait le plus kiffer. C'est que sur tous les bouquins de vente, je peux t'assurer qu'il y en a 95% que tu peux jeter à la poubelle. C'est ce qui est fait, parce que c'est des bouquins qui est fait pour vendre, pour vendre du fric, pas pour t'aider à vendre. Moi, vraiment les bouquins, je peux partager un peu des ressources sur chaque format. Hein. D'un point de vue bouquin, ce qui m'a aidé, c'est Eckhart Tolle, un philosophe allemand qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Incroyable, parce qu'il m'a. En fait, même, tu vois, surtout quand tu es commercial, tu penses tout le temps au mois d'après. Même que ce soit sur la partie pro, même sur la partie perso, tu dis vas-y, je pense au week-end, je pense à ça, je pense à la fin d'année, je pense à ça, etc. À un moment donné, concentre-toi aussi sur l'instant présent pour vraiment le savourer. On en parlait tout à l'heure sur le baromètre du kiff. C'est bien d'être entrepreneur et de se fixer des objectifs. Je veux 1 million, etc. Concentre-toi aussi sur le voyage pour arriver à cette destination. Cliché, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, il y a ça. Il y a également influence et manipulation, classique aussi, mais extrêmement bien, notamment avec le principe de réciprocité que je mentionnais tout à l'heure. Alors, lui, c'est de Robert Cialdini, qui va reprendre les grands principes psychologiques auxquels justement la société peut fonctionner, qui est vraiment pas mal. D'un point de vue podcast, je recommande le tien, forcément. D'un point de vue podcast, je recommande le tien parce qu'effectivement, tu as des très bons invités, tes questions sont pertinentes. Le mien, pourquoi pas sur une passe D avec le Callcast. Sinon, je recommande aussi beaucoup le contenu de Scalesia, forcément. Je leur fais une passe D, mais j'étais consommateur avant justement d'être associé avec eux. Ouais, c'est quali aussi ce qu'ils font. Ouais, ça me plaît beaucoup. Hormozy, il y a quand même des bons contenus, hein, c'est cliché, mais il y a quand même des bons contenus.
Et après, je pense que d'un point de vue livre, il y a aussi Le Guerrier Pacifique d'Anne Hillman. Il y a des livres qui te font réfléchir, qui te font prendre de la hauteur. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Je connais pas, je vais le noter. Le Guerrier Pacifique d'Anne Hillman, qui est en fait un livre de dev perso, mais pas axé sur du dev perso. C'est plus une histoire. Alors, il n'y a rien de fantastique là-dedans. C'est vraiment une histoire qui pourrait arriver à tout le monde. Mais c'est ça va raconter la vie de quelqu'un qui rencontre une sorte de mentor qui va l'aider sur plein de sujets. Et en fait, ça te fait prendre de la hauteur, ça te fait réfléchir. Donc, moi, j'aime beaucoup. Et je pense que mon ouvrage que je dois me lire potentiellement. J'ai 2 ouvrages que je me lis potentiellement tous les mois. Le premier, c'est 1984 de George Orwell. Et le deuxième, c'est Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Et quand tu sais que Marc Aurèle a écrit ça il y a pléthore de décennies et que c'est des sujets, c'est des vérités qui parlent aujourd'hui et encore plus aujourd'hui, c'est un bouquin qui me retourne le crâne à chaque fois. Voilà. Ouais, bah écoute, merci beaucoup pour le partage de valeurs, c'était top. Franchement, j'ai passé un bon moment. On te souhaite le meilleur là pour la compète. On sait que tu vas finir dans le top 10. On a hâte de voir les posts LinkedIn. J'ai hâte, ouais, franchement. Merci beaucoup pour l'échange. Moi, tu sais que j'aime toujours échanger avec toi. Ça fait un moment qu'on s'attrape, mais franchement, merci beaucoup. Puis avec plaisir pour se refaire une V2 quand tu veux. Merci beaucoup à toutes.